Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Mon nom est Gérard Bouchard et j'aurai le plaisir d'animer cette séance de ce matin. Je voudrais souhaiter la bienvenue d'abord aux étudiants et aux étudiantes de l'École de technologie supérieure qui se sont inscrits à ce programme de séminaire. Je souhaite aussi la bienvenue aux membres du public qui veulent bien nous accompagner au cours de ce parcours, je dirais, qui est un parcours un peu spécial, bien sûr, à cause du mode de transmission, mais aussi à cause de la singularité de ce programme, qui est très interdisciplinaire, qui offre une très grande variété de réflexions, de points de vue, de questions et, espérons-nous, de quelques réponses. Je pense que c'est un parcours un peu spécial aussi à cause, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, à cause de la grande qualité des intervenants, des conférenciers, des conférencières qui viendront animer chacun des séminaires qui vont s'étaler jusqu'au mois d'avril, comme vous avez pu le voir sur le site de l'école, je crois. Maintenant, peut-être que quelques-uns d'entre vous se demandent pourquoi c'est un historien et un sociologue qui a pris en charge ce programme et qui a été invité à la concevoir. Eh bien, la réponse est, je me suis même posé la question quand j'ai été contacté par l'école. La raison est excellente. L'école, évidemment, veut former des ingénieurs et on m'assure qu'elle forme de très bons ingénieurs. Mais en même temps, elle veut que ses étudiants ou ses étudiantes développent une conscience collective, aient une expérience des problèmes sociaux. Et ait le désir non seulement de s'informer du milieu dans lequel ils vivent, mais aussi de contribuer à son avancement. Donc, c'est pour élargir la conscience, la formation de ces étudiants et de ces étudiantes. Nous avons l'honneur de pouvoir inaugurer ce programme ce matin avec la contribution d'un conférencier de renom qui est François Bellin. Il est professeur à l'Université de Montréal au département des sciences politiques. C'est un des meilleurs spécialistes dans le domaine de la santé publique. Il a 45 ans d'expérience de recherche et nous avons attendu qu'il soit un peu mûr avant de vous le présenter, mais je crois que maintenant il est prêt. Monsieur Bellin a participé à de nombreux projets de recherche très prestigieux au Canada, aux États-Unis, en Europe. Il en a même dirigé quelques-uns lui-même. On pourrait dire qu'il a exploré à peu près tous les aspects du système de santé, du rôle de l'État, des problèmes qui s'y rattachent. Il a publié des centaines d'articles que, évidemment, nous avons tous lus. Il a prononcé autant de communications. Et il va nous parler ce matin de ce qu'il appelle le cumul dangereux à propos de la pandémie que nous vivons au Québec. Mais nous allons lui laisser la parole pour qu'il nous explique de quoi il s'agit. Monsieur Bellin. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard, de cette introduction. Une petite correction, je suis à l'École de santé publique au département de gestion politique et évaluation des services de santé. Je suis bien heureux de cette invitation et je remercie à la fois l'ETS et M. Bouchard de m'avoir invité. Alors, je suis peut-être sociologue, mais je suis aussi un homme de chiffres. Et difficile de présenter des chiffres comme ça. Alors, j'ai préparé des diapos et essentiellement, vous allez pouvoir suivre ma conférence à l'aide de ce diapo. Je vais donc partager l'écran immédiatement et vous devrez voir le titre de ma conférence. Alors, sans plus de temps, nous arrivons tout de suite à un fait qui est très important. La crise, la pandémie que l'on a est évidemment un événement de santé publique et de santé publique pure, peut-on dire. Et la santé publique a une caractéristique bien particulière. Et cette citation, je l'ai tirée du rapport
d'une commission qui a été mise sur pied à la suite de l'épidémie de SRAS en 2003. Et elle dit une vérité profonde. Elle dit le système de santé publique a tendance à se situer à l'arrière-plan jusqu'à ce qu'une maladie inattendue comme le SRAS ou la COVID se déclare ou que le système de protection sanitaire fasse défaut. Autrement dit, la santé publique, lorsqu'elle réussit, ça ne se voit pas, elle disparaît, tandis que lorsqu'il y a un problème de santé publique, à ce moment-là, elle devient visible. C'est tout à fait le contraire de la médecine. Il suffit qu'un médecin, opère un patient, applique une technologie nouvelle, fasse une opération chirurgicale héroïque, ça fait la première page. Et à ce moment-là, là, on voit il y aura une grande publicité donnée à cet événement. La santé publique, s'il n'y a personne qui a s'il n'y a pas d'épisode de rougeole, s'il n'y a pas d'épisode de maladie de Lyme, si finalement il y a un succès dans le contrôle des événements qui peut être dangereux du point de vue de la santé publique, personne n'en parle. Alors, la santé publique disparaît du portrait, et elle disparaît du portrait non seulement du public, mais souvent aussi de nos politiciens qui ont tendance à oublier ce qu'ils ne voient pas, ce qui peut causer des problèmes. Et c'est partie du problème auquel actuellement nous sommes confrontés. Alors, la santé publique, cependant, continue à avancer, et elle est aussi internationale. Alors, chose intéressante, très récemment, l'Académie nationale des ingénieurs a émis un avis sur la santé publique, essentiellement de santé publique. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant pour une école de technologie supérieure d'apprendre que les ingénieurs, effectivement, s'engagent dans la réflexion qui a un impact sur la santé publique. Et il y a quelques principes pour la gouverne des soins en période de crise qui ont été proposés. Je les résume ici. Et dans cet avis, l'Académie distingue deux phases au-delà des soins normaux. Pour commencer, une phase d'urgence où des plans d'urgence s'appliquent lorsque l'ensemble des besoins de soins, etc., à cause d'un événement de santé publique comme une pandémie, une épidémie, excèdent leur disponibilité habituelle. Mais sous cette forme-là, on peut quand même donner des soins équivalents ou à peu près équivalents aux soins habituels, tout en ajustant le système. C'est à peu près ce que nous avons vécu ici au Québec, y compris lors de la première phase de la COVID et à peu près jusqu'ici. Mais maintenant, il suffit de lire les journaux d'hier et de ce matin pour s'apercevoir qu'on arrive peut-être à une seconde phase qui est appelée par l'Académie américaine les soins de crise, qui s'appliquent quand les ressources sont devenues si rares que l'offre de soins est équivalente. Et ce qu'ajoute l'Académie, c'est qu'il est crucial que les plans d'urgence réussissent et que le recours aux soins de crise ne soit, en fait, elle dit jamais requis. Je suis plus prudent, je dis pratiquement jamais requis. Parce que c'est à partir de ce moment-là, lorsque on s'engage dans des soins de crise, ce qui s'en vient maintenant, semble-t-il, au Québec, si on continue de la façon dont on est engagé maintenant, il arrive des moments où il y a des décisions extrêmement difficiles à prendre, où personne ne veut vraiment que ces décisions se prennent, mais où il y a obligation de les prendre. Et là, on arrive dans des zones extrêmement périlleuses où souvent les décisions à prendre sont absolument déchirantes. Et étant donné que nous n'avons pas les moyens de prendre les moyens habituels pour affronter les problèmes de santé, des critères qui vont paraître discutables sont appliqués et doivent être appliqués.
On est donc dans une situation absolument déchirante à ce moment-là. Maintenant, ce qu'on a fait, lorsqu'on est en situation de crise, on doit quand même essayer d'utiliser les ressources de telle sorte que les situations de crise soient réservées aux circonstances extrêmes. Alors, ce qui arrive à partir du moment où il y a une pandémie, on n'est plus dans la situation normale. On est au mieux sous des conditions urgentes, au pire sous des conditions de crise. Et là, il faut qu'il y ait une prise de conscience, des ouvertures de lignes pratiques de communication, des rapports d'autorité et de responsabilité limpides. Et évidemment, la question, c'est est-ce que nous avons su développer une expertise préalable à la pandémie qui nous permettait de l'affronter véritablement? Et si nous avions eu ce genre de moyens-là, dans quel genre de situation serions-nous actuellement? Alors, je vais me consacrer surtout au CHSLD et aux personnes âgées. Je vais laisser tomber l'effet de cette pandémie sur la population. On va en parler un petit peu, mais vraiment, je vais m'intéresser à ce qui s'est passé en CHSLD à cause précisément de l'impact majeur de ce qui s'est passé de la pandémie sur les personnes âgées en CHSLD, c'est-à-dire centre d'hébergement de soins de longue durée, l'hébergement pour les personnes âgées qui ont des incapacités fonctionnelles, des maladies graves, etc., des problèmes de mobilité. Alors, en fait, ce que l'on a pu facilement remarquer, il y a des rapports intérimaires qui ont été écrits là-dessus. Rapidement, les besoins de soins ont dépassé les capacités des équipes de soins et des équipements. Et si on se réfère à ce que les ingénieurs nous ont dit, des soins fonctionnels équivalents aux soins habituels ne peuvent être offerts. Et en fait, on a été à l'intérieur des CHSLD dès lors de la première phase, la première vague, on a été dans une crise. Ce sont des soins de crise qui se sont imposés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé rapidement? Que pouvons-nous dire en donnant au début quelques messages, quelques idées pour savoir où on en était? En fait, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que le ministère de la Santé a transféré des personnes âgées en attente d'hébergement dans les hôpitaux. Donc, des personnes âgées dont l'état de santé était très altéré, des personnes âgées qui sortaient d'un épisode d'hospitalisation. Et ces personnes-là, qui étaient dans les hôpitaux en attente d'hébergement, ont été dirigées vers des établissements d'hébergement et surtout par l'achat de lits dans les établissements privés. Lorsque j'ai entendu la ministre de la Santé, parce qu'à ce moment-là, c'est Mme McCain, annoncer cette chose-là, je suis tombé en bas de ma chaise et j'ai dit, mais on manque totalement de conscience. On ne peut pas s'engager à entreprendre ce genre de mesures dans les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont, sans accompagner ce transfert d'un ensemble de mesures qui va préserver leur santé. Or, ça a été fait à vide, sans aucune ressource. Alors, c'était annoncé, non seulement c'était annoncé une situation difficile pour ces personnes, mais en même temps, ça indiquait qu'à l'intérieur du ministère, on ne pensait pas véritablement en fonction de la santé publique et de ce que l'on savait des épidémies en général et de la façon dont on doit agir en cas d'épidémie. Et aussi, on ne savait pas comment agir auprès de personnes âgées qui étaient à haut risque, et ça, on le savait au mois de mars de l'an passé, qui étaient à haut risque. On n'avait pas ce genre de conscience immédiate, que j'appellerais, qui permettait de prendre des décisions qui étaient des décisions informées et qui tenaient compte de ce que l'on savait dans le domaine de la santé publique. Alors, le message, en fait, c'est que le ministère a envoyé un message de conserver, substituer, adapter et utiliser les ressources, comme disait l'Académie, que tout ça était réservé aux hôpitaux et non pas au CHSLD. Alors, ce que je vais dire, la part de ce que je vais dire s'applique ici au CHSLD et beaucoup moins aux hôpitaux. Alors, la question, évidemment, qu'on peut se poser, c'est est-ce que les professionnels de la santé, les responsables locaux
de la gestion clinique des soins dans les établissements d'hébergement avaient les moyens et les ressources pour prendre les décisions requises vis-à-vis de la situation dans laquelle ils étaient. Alors, est-ce que la pandémie est-ce que suite à la pandémie, il y a nécessairement un désordre inévitable? En fait, au Québec, les premiers cas sont apparus le 27 février. Alors, vous avez l'annonce ici, le 29 février. Et ce qui s'est passé, c'est passé quelque chose, un autre indice de la situation que l'on était et que l'on vivait à ce moment-là et de la capacité immédiate et rapide d'agir de la santé publique. Dans la presse, ça a été rapporté dans la presse. Et j'ai une très, très bonne amie épidémiologue qui connaît très, très bien tout ce domaine de la pandémie. Lorsqu'elle a lu la nouvelle, elle était absolument atterrée. Elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle ne comprenait pas la réaction de la santé publique. Alors, il y a eu des cas, effectivement, très tôt, à l'extérieur de Montréal, à Racine, en Estrie. C'est une toute petite ville, Racine en Estrie. Pour ceux qui font du vélo, il y a une magnifique pente à côte à monter. Alors, 15 amis jouent au hockey. Plusieurs présenteront des symptômes. Ils visitent leur médecin. À ce moment-là, au Québec, on ne savait pas trop ce que c'était que la COVID. Et la plupart de ces hommes se font dire qu'il s'agit d'une grippe d'homme. Mais les symptômes persistent, on se présente à la santé publique. La santé publique refuse de les soumettre à un test PCR, le test que l'on emploie habituellement, là, les écouvillons, test dans le nez, parce qu'à cette époque, ils sont réservés aux voyageurs. Le dépistage des cas ne se fait pas par la santé publique, ce qui aurait dû être fait. C'est une des épouses d'un des joueurs qui a appelé tous les 15 joueurs pour leur dire qu'il y avait des cas de grippe qui semblait-il, étaient très graves. Certains cas se sont présentés à l'hôpital, entre autres à l'hôpital juif de Montréal, parce qu'il y avait des gens qui habitaient Montréal. Alors, évidemment, cette épouse-là n'a pas pu faire le traçage des cas par la suite. Et d'ailleurs, la journaliste a constaté que ces cas-là n'existaient pas dans les fichiers de la santé publique de l'Estrie. Ces 15 hommes ont eu 2 semaines pour répandre le SRAS-CoV-2 autour d'eux. Du point de vue de la santé publique et de l'épidémiologie, c'est une catastrophe. Il faut bien comprendre, on n'était pas prêt. Il faut savoir pourquoi, on va voir un peu plus tard. Maintenant, il y a le cas d'un petit pays qui s'appelle l'Uruguay. Bon, l'Uruguay, vous allez dire, c'est un pays à l'économie émergente. Qu'est-ce que l'Uruguay fait ici? L'Uruguay a été, du point de vue de l'épidémiologie mondiale, suivi de la crise, comme un exemple. Alors, dans le BMJ, British Medical Journal, un article très court qui se posait la question pourquoi est-ce que l'Uruguay n'a pas eu, cette pandémie et en Uruguay, pourquoi les cas ont été rares et pourquoi il y a très peu de décès. Alors, dans ce papier et aussi dans un autre rapport, on dit, finalement, ce que l'on voit, ce sont des principes de base de l'épidémiologie qui ont été appliqués, ou de la santé publique vis-à-vis une épidémie, une pandémie qui était appliquée. En fait, ce que l'Uruguay a fait quelque chose de très, très simple, c'est-à-dire qu'il a développé immédiatement une équipe qui a tracé tous les cas, et en particulier les tout premiers cas, et ces cas-là tous les contacts ont été tracés, et tous les contacts ont été immédiatement isolés. Donc, on n'a pas eu besoin de fermer des villes entières lors du premier temps. Dans un premier temps, on s'est consacré sur les premiers cas. Et non seulement on s'est consacré sur les premiers cas, mais aussi il y a eu 3 cas très, très clairs, très, très, très tôt. Et à l'intérieur de 24 heures, au Québec, ça ne s'est jamais fait. À l'intérieur de 24 heures, tous les cas suspects des 3 premières éclosions ont été tout de suite identifiés, même s'ils étaient dispersés dans le pays, parce qu'il y avait à ce moment-là des équipes en épidémiologie qui pouvaient effectivement tracer les cas, les contacter, les isoler avant que le virus se répande dans la population.
finalement, ce sont des techniques qui sont très, très simples. Là. Ça prend pas un laboratoire de physique nucléaire pour faire ça. Ça prend des moyens relativement simples. Alors, où est l'Uruguay? Où est l'Uruguay au 6 novembre? Dans l'article, on a les données du 6 novembre. Alors, ce que vous avez ici, c'est le nombre de cas, le nombre de tests. Si vous avez bien lu, vous êtes aperçu, vous avez bien lu les nouvelles, vous êtes aperçu que souvent, les gens de santé publique disent il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester. En Uruguay, ils ont testé. En fait, ils ont testé à peu près au même niveau que la Corée du Sud. Et ici, vous avez d'autres pays d'Amérique latine avec évidemment des taux de tests beaucoup plus bas. Le nombre de cas par million de personnes. L'Uruguay est à peu près au même niveau que la Corée du Sud et ce sont ici les autres pays. Le Chili est un des pays les plus... Le Chili et l'Argentine sont des pays parmi les plus développés d'Amérique latine. Même chose, le nombre de décédés. Le nombre de décédés en Uruguay, vous avez 18, tandis qu'ailleurs, vous avez 750, etc. Et quand on parle du Québec, qu'est-ce qu'il y a? Nombre de cas, nombre de tests par cas, 104 en Uruguay, 17 au Québec. Donc, il y a quelque chose qui a manqué. Là. Et maintenant, c'est-à-dire au mois de janvier, on a 11 tests au Québec par cas de COVID. En Uruguay, il y en a eu 104. Nombre de cas COVID par 100 000. Uruguay, au 6 novembre 95, au Québec, 1330. Actuellement, au Québec, on est à 2000. On est à 2730 par 100 000 personnes. Les décès en Uruguay, 1,8. Au Québec, au 6 novembre 75, on est rendu à 92. C'est qu'en Uruguay, on a agi tout de suite, on a appliqué des principes de base de l'épidémiologie et on a eu des résultats parce que c'est là qu'il faut faire. Il faut intervenir, il faut intervenir tout de suite, il faut intervenir au premier cas. On ne peut pas attendre au 10e cas, on ne peut pas attendre au 100e, on ne peut pas attendre au 1000e cas. Il faut commencer tout de suite au premier cas. Alors, la pandémie au Québec, alors oui, vous avez toute la presse, et les découpures de presse, etc. Et puis, il y a cette fameuse nouvelle, n'est-ce pas, les places qui ont été achetées dans les CHSLD privés pour transférer les lits d'hôpitaux. Vous avez ici les courbes. Alors, on voit, ici, vous avez le nombre de décès, COVID de CHSLD, les gens qui sont décédés en CHSLD. Alors, vous les avez en rouge essentiellement. Ce sont des gens de CHSLD en rouge. Vous voyez la grande proportion, la plus grande proportion des décès sont en CHSLD, à la fois lors de la première vague et lors de la deuxième vague. On est en deuxième vague. Alors, le nombre de décès est beaucoup inférieur maintenant. La pandémie ne se présente pas tout à fait de la même manière. Le nombre de cas confirmés au Québec, alors, on en a beaucoup plus maintenant. Alors, ça n'allait pas bien, ça ne va pas mieux. On a eu une période au cours de l'été où on aurait pu appliquer les principes de base de l'épidémiologie, les principes très simples d'identification de cas, de traçage et d'isolement des cas. Manifestement, il y a des choses qui nous ont échappé parce qu'évidemment, on a le reste. Maintenant, si on revient chez nous, et au Canada, on se demande mais au Québec, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, vous avez ici des données. Alors, vous avez la première phase, c'est le nombre de cas, la moyenne mobile de cas derniers 7 jours. Vous avez ici la première phase, la deuxième phase, en nombre de cas, on l'a bien dépassé. La Colombie-Britannique, qui était exemplaire lors de la première phase, vous voyez, Colombie-Britannique, très, très peu de cas lors de la première vague. Deuxième vague, il y a des choses qui ont échappé, et puis maintenant, il y a une chute qui nous précède, parce qu'ici, récemment encore, on était en haut. L'Ontario ressemble un peu plus à l'Ontario, mais l'Ontario a fait beaucoup mieux que nous en première phase. Deuxième phase, l'Ontario a des cas un peu plus nombreux que nous au Québec, mais ils ont une population beaucoup plus nombreuse. Donc, en fait, le Québec n'a pas très, très bien fait là, par rapport au Canada. C'est un des pires endroits, et même mondialement, le Québec n'a pas non plus bien fait. Maintenant, parlons des populations âgées, populations en général et des populations âgées. Alors, vous avez ici les descriptions par âge des cas de COVID. Vous les avez au Canada, vous les avez au Québec et vous avez un pourcentage de population. Je ne détaillerai pas. Je voudrais simplement qu'on regarde des 80 ans et plus. Alors,
8,5 % des cas sont des cas de personnes de 80 ans et plus. C'est 2 fois plus que la population au Canada. Mais au Québec, c'est 11 % des cas ont 80 ans et plus comparé au Canada à 8 % des cas. Maintenant, le nombre de cas hospitalisés, quoique les personnes âgées forment 8 % des cas au Canada, ils forment 33 % des hospitalisés. Alors, tandis qu'ils ne sont que 4,2 % dans la population. Alors, on voit qu'il y a un état très grave chez les personnes âgées. La conséquence de la COVID est très grave. Maintenant, il y a l'hospitalisation et il y a les soins intensifs. Alors, pour les soins intensifs, quoique les personnes âgées sont la très, très grande majorité, n'est-ce pas, des personnes hospitalisées, ils ne forment que 13 % des personnes en soins intensifs. Ce sont donc les personnes âgées sont les plus affectées par la COVID, ont une plus grande proportion qui vont en hôpital, mais d'autre part, ils ont que le tiers de ceux hospitalisés qui vont en soins intensifs. Tandis que les soins intensifs sont réservés aux personnes de 50 à 80. Il y a donc un déséquilibre ici et on peut se demander pourquoi. Et finalement, les décès, à peu près au Canada, à peu près 70 % des décès, 71 % des décès par la COVID sont concentrés chez les personnes de 80 ans. Donc, on a là un bon bilan. Au Québec, c'est 73, tandis qu'il ne forme que 4,2 % de la population. Alors, on a une petite idée de ce que c'est. Maintenant, observation sur les services de santé au Québec, on peut se demander, je vais aller plus rapidement parce que le temps passe là-dessus, je ne pourrais pas aller très vite. Simplement, celle-là, je vais la passer. Ce que je veux que l'on voit, c'est sur les dépenses de santé au Québec. Alors, il y a différents secteurs. Il y a les hôpitaux. Il y a les autres établissements que les hôpitaux. En majorité, ce sont des CHSLD. Il y en a quelques autres, comme les centres de réadaptation, mais en majorité, ce sont des CHSLD. Il y a évidemment les médecins qui sont une autre grande partie des dépenses, forment une grande partie, expliquent une autre grande partie des dépenses de santé. Et puis, il y a la santé publique. Alors, je commence en 1990 pour toutes sortes de raisons. On pourra aborder la question plus tard. Mais en 1990, on voit que les dépenses hospitalières représentent 30 % des dépenses de santé au Québec. À partir du moment où, en 2008 à peu près, c'est-à-dire au moment où Couillard quitte le ministère de la Santé, Bolduc entre, les dépenses de santé, la partie des dépenses de santé consacrées aux hôpitaux baisse de façon très importante, c'est-à-dire passe de 40 à 35 % et se maintient à 35 %. En ce qui concerne ce qu'on peut appeler les CHSLD ou les autres hôpitaux, on voit qu'il y a une diminution constante de 1990 jusqu'à 2011 avec une petite hausse et une constante ici. Il y a effectivement une diminution d'investissement dans les CHSLD. On voit en ce qui concerne la santé publique. La santé publique en 1990, c'est à peu près 4 % des dépenses de santé. Et en 2018, c'est 2 %. La partie du financement consacré à la santé publique diminue de moitié. Ici, vous avez les médecins. Les médecins stables autour de 17. À partir de 2008, n'est-ce pas, l'augmentation des ressources de santé consacrées aux médecins, il faut bien que ça se paye en quelque part et ça correspond à une diminution des dépenses en hôpital et aussi à une diminution des dépenses auprès des autres établissements. Alors, l'accroissement des ressources consacrées aux médecins ont ce que l'on appelle en économie un coût d'opportunité. C'est-à-dire, si vous dépensez de l'argent à quelque part, vous en avez moins pour le mettre ailleurs. En accentuant les deux grands secteurs que l'on vise, c'est-à-dire essentiellement les CHSLD et puis la santé publique, pour voir un peu mieux ce qui se passe. Alors, en 1990, les CHSLD représentent à peu près 20 % des dépenses de santé au Québec. Ils ne représentent plus qu'une 15 % en 2014. On remonte environ
16 en 2018-2019. Il y a donc une diminution importante de la part des ressources financières consacrées aux services à l'hébergement. En ce qui concerne la santé publique, elle s'est maintenue autour de 3,5 jusqu'à peu près en 2010 pour baisser, et surtout en 2014. Ici, c'est la réforme Barrette. On va voir tantôt. La réforme Barrette a été catastrophique pour la santé publique. 5 ans, 4 ans, je dois dire, avant la pandémie, la santé publique a perdu le tiers de son budget. Maintenant, la Colombie-Britannique a été prise comme étant un exemple. Je vais y aller très, très rapidement sur la Colombie-Britannique. Elle est plus riche que nous, mais la Colombie-Britannique a obtenu, comme vous avez vu, un succès lors de la première vague, et même la deuxième vague était beaucoup moins puissante. Un succès certain par rapport à nous. On dit oui, mais ils sont plus riches, alors ça peut expliquer. En fait, quand on regarde les dépenses de programme de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses de l'État pour des services, les biens, etc., par tête d'habitant, c'est exactement le même en Colombie-Britannique ici. Et en ce qui concerne les dépenses de santé par tête d'habitant, exactement les mêmes dépenses. Donc, ça ne dépend pas des sous disponibles en Colombie-Britannique par rapport aux sous disponibles au Québec. Si la Colombie-Britannique a réussi à contrôler beaucoup mieux que nous la pandémie, c'est d'autres choses qui s'est passé. Donc, premier abandon, les services de longue durée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ici les décès par COVID, 4 types de logis, domicile, ressources intermédiaires. Je vais passer rapidement là-dessus. Les résidences pour les personnes âgées, on en a beaucoup parlé, et aussi les CHSLD. C'est très clair. Première vague ici. Première vague. Alors, première vague, à peu près 70 n'est-ce pas, des décès ont lieu en CHSLD et à peine 10 ont lieu dans les domiciles. Deuxième vague, il y a effectivement une transformation. C'est comme au moins on a appris quelque chose dans les CHSLD, du moins est-ce qu'on peut l'espérer, tandis que les décès ont lieu beaucoup plus dans les domiciles et dans les résidences pour les personnes âgées. Maintenant, si on compare avec la Colombie-Britannique et l'Ontario, taux d'infection, un des graves problèmes que l'on avait au Québec, c'est que lors de la première vague, les taux d'infection ont été de beaucoup supérieurs au Québec qu'en Colombie-Britannique ou encore qu'en Ontario. Alors, plus évidemment, il y a de gens qui l'ont, plus à taux de létalité constant, plus il y aura de personnes qui vont effectivement mourir. Et c'est ce qui est arrivé au Québec. Vous voyez, le taux de létalité est en CHSL, c'est ça, en centre d'hébergement, et de 40 de ceux qui ont le COVID sont décédés. Tandis qu'en Ontario, en Colombie-Britannique, les taux de létalité sont légèrement inférieurs, mais c'est vraiment, pour le nombre de cas, c'est vraiment le taux d'infection qui a joué. Donc, c'est important de contrôler le taux d'infection si on veut diminuer le nombre de personnes qui meurent. Maintenant, on peut penser que le ministère, n'est-ce pas, diminution des ressources, etc., que le ministère est resté relativement passif et il ne s'est rien passé. En fait, le ministère a engagé depuis les années 2000 et même avant une série de réflexions qui sont très intéressantes. Alors, vous avez ici, je n'ai pas le temps de voir ça parce que le temps file, une série de réflexions sur les services de longue durée au Québec, services à domicile, hébergement, des orientations pour des politiques de vieillissement au Québec. C'est toute une démarche. Il n'y a que quelques documents ici qui sont cités, mais depuis 2001, le nombre de documents est nombreux, la réflexion est souvent profonde et très bien faite. Quelquefois, bon, on peut être pas d'accord, etc., mais il y a effectivement une réflexion qui a eu lieu. Cependant, on peut se demander si ces documents-là ont eu quelque effet sur les politiques. Il y avait une personne, une observatrice au regard très aiguisé, que j'ai très, très bien connue, observatrice des systèmes de santé au Canada, et qui disait, au Québec, vous faites de merveilleux documents,
mais pour l'application, c'est là que ça devient souvent boiteux. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé au Québec, très rapidement, évolution de la population de 80 ans et plus, on voit qu'entre 90 et maintenant, le nombre de personnes de 80 ans et plus qui sont vraiment les personnes âgées à risque. Ce n'est pas les personnes de 65 ans, 75 ans qui sont à risque, c'est les 80 et plus qui sont à risque. Et pour l'incapacité, plusieurs maladies, etc. Donc, on double le nombre de personnes âgées. Pendant ce temps-là, il y a effectivement à peu près doublement des sommes réelles dépensées pour les services à domicile et aussi pour l'hébergement, il y a à peu près doublement des sommes réelles, des sommes constantes, mais le nombre de lits dressés en CHSLD diminue. Alors, ce n'est pas pour rien que par rapport au budget total, aux ressources totales dépensées en hébergement, n'est-ce pas, il y a eu une diminution relative du budget puisque le nombre de lits a diminué, même si les sommes en dollars constants ont augmenté. En fait, ici, celui-là, je vais le passer parce que je n'ai vraiment pas le temps. Là, le temps m'empêche de regarder, mais c'était une façon de voir les choses, ce que je viens de raconter différemment. Alors, souvent, on va parler de la nécessité de remplacer l'hébergement par les services à domicile. Alors, ce que l'on voit ici, quand on compare le nombre d'heures de soutien par personne de 80 ans, l'heure de soutien à domicile par personne de 80 ans, on voit qu'en 2011-2012, on offrait 15 heures de services à domicile par année pour les personnes de 80. Ça a monté à 50. Il y a donc eu une augmentation importante du nombre d'heures. Et il y a eu une diminution du nombre de jours présence en hébergement pour adultes. Alors, ça va avec la diminution du nombre de lits, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est comme si l'orientation politique que le gouvernement a en tête, c'est-à-dire défavoriser l'hébergement et favoriser les services à domicile, semble se réaliser. Seulement, évidemment, que 50 heures en moyenne par année de services à domicile pour des personnes à risque, ça fait même pas une heure par semaine en moyenne. Bon, ce n'est pas tous les gens de 80 ans qui ont besoin de services à domicile, donc le nombre d'heures est plus élevé, mais ce n'est pas un nombre d'heures qui est extraordinaire. Mais de toute façon, il semble que les choses vont dans la bonne direction. Cependant, ce que l'on peut remarquer quand on parle des ressources réelles mises à la disposition des personnes à risque dans le domaine des services de longue durée entre 2012 et 2013 et aujourd'hui, il n'y a aucune progression, aucun sou de plus donné, malgré le fait qu'en 2012-2013, il y a plusieurs documents qui démontraient que les ressources n'étaient pas suffisantes. Alors, vous avez ici l'évolution des dépenses en soutien à domicile pendant cette période-là, par nombre de personnes de 80 ans, on est toujours autour de 2 000 $. Ici, ce sont les dépenses hébergement pour adultes, une diminution, une petite augmentation, de telle sorte qu'en 2012-2013, on dépensait 9 000 $ en services à domicile et CHSLD pour les personnes de 80 ans et plus par tête, et en 2018-2019, on dépense exactement la même somme. Malgré le fait encore que j'ai dit qu'ici, il manquait de ressources, tout le monde le dit, il manquait de ressources. Alors, ce que l'on voit finalement, c'est qu'il y a un désengagement de l'État de la production des services à domicile et de l'hébergement. Ça, c'est en plus ce qui est arrivé. Et ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une privatisation du secteur. Et là, je ne lirai pas l'ensemble parce que je n'aurai pas le temps. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu de 1990 jusqu'à aujourd'hui une diminution de 9 000 lits publics, financés publiquement en CHSLD, tandis que pendant ce temps, comme pour combler le manque, le système public a été obligé d'acheter aux CHSLD privés et au RPA, dans le secteur des soins attendus, à peu près 8 500 lits. Autrement dit,
l'État est obligé d'acheter au régime privé les lits qu'il a coupés au régime public pour tenter d'économiser des sous dans le régime public. Alors, en fait, la pression des besoins est tellement forte que les besoins ont quand même fini par s'exprimer, mais dans des établissements qui ne sont pas régularisés, dans des établissements où la qualité n'est pas aussi bien mesurée et assurée que dans le secteur public. Alors, généralement, il y a eu un abandon du système public. Du système des services de longue durée publics. Là, encore une fois, ici, je pourrais lire ça, mais je n'aurai pas le temps. Je vous conseille de le lire. C'est le rapport intérimaire de la protectrice des citoyens qui indique exactement ce qui s'est passé pendant la première phase. Je suis contenté de lire la première phase. Les CHSLD ont été l'angle mort de la préparation à la pandémie, alors que les efforts se sont massivement concentrés sur les hôpitaux. Les CHSLD n'ont pas été capables de répondre à la pression. Je posais une question sur les CHSLD et leur capacité de répondre à l'urgence de la crise, puis à l'urgence de la pandémie, et la réponse est aujourd'hui, ils n'ont pas été capables de le faire dès les premiers moments, et c'est pour ça que nous avons eu ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Le deuxième abandon, la santé publique. Alors, si vous regardez la santé publique, les dépenses de santé publique au Québec, ce que représente la dépense de santé publique par habitant, en Colombie-Britannique et au Québec, on s'aperçoit qu'au Québec, on est toujours à l'entour de 50 $ depuis 1975. En Colombie-Britannique, à partir de 91, il y a eu une augmentation et en Colombie-Britannique, on dépense 200 $ par habitant. Colombie-Britannique dépense 4 fois plus par habitant en santé publique qu'au Québec. Et après, allez me demander pourquoi. En Colombie-Britannique, on a réussi à contrôler la première vague, tandis qu'au Québec, c'était une catastrophe. Ça ne peut pas ne pas être une conséquence. Et la diminution du financement de la santé publique, parce qu'il y avait une hausse, et vous voyez qu'on est revenu au même moment, au même montant qu'en 1975, ne peut pas ne pas avoir eu une conséquence sur la capacité de la santé publique de répondre aux défis posés par la pandémie. Alors, on peut se demander, oui, mais là aussi, il y a eu une série de documents et aussi il y a eu le sort de la santé publique depuis la réforme Barrette. Il y a un beau programme national de la santé publique qui a été publié par Barrette en 2015 et on prévoyait le développement de la santé publique en 2025. Mais en fait, dès 2015, Barrette a coupé les budgets régionaux de santé publique de 30 %. Un emploi sur 3 a été coupé des directions de santé publique en 2015. Et un document d'évaluation de cette période a conclu que l'exécution des programmes publics de santé publique qui devaient être transférés au nouveau CIUS et CIS, c'est-à-dire aux nouveaux organismes chargés de donner des soins hospitaliers, d'hébergement, etc. Ça n'a pas eu lieu, où il y a eu les ententes n'ont pas vraiment fait l'objet de suivi. Il y a plusieurs de ces ententes-là qui n'ont même pas été signées. Autrement dit, les services de santé publique qui devaient être transférés aux établissements de santé n'ont pas véritablement été transférés. Alors, l'expertise épidémiologique de santé publique dans les directions régionales de santé publique a été réduite radicalement. On a transformé l'expertise épidémiologique par une expertise de gestion. On perd à ce moment-là la capacité de comprendre ce qui se passe et finalement la responsabilité de la santé de la population, qui inclut la surveillance épidémiologique, n'a pas pu être exercée comme requis. Donc, l'événement de Racine que je vous ai raconté dernièrement n'est pas étrangère à ce qui s'est passé en santé publique sous la direction de Barrette.
Alors, vous avez ici la référence au document d'évaluation. Il y a eu plusieurs épidémies, je dois lire très rapidement, il y a eu plusieurs épidémies, celle du SRAS. Celle du SRAS a été relativement insignifiante. Si vous regardez par rapport à aujourd'hui, ici, vous avez 2003, celle du SRAS. Alors, ce sont les deux vagues ici du SRAS. Ça a eu lieu essentiellement à Toronto. Il y a eu au pic, c'est 9 cas par jour. On est rendu au Québec à 2500 cas par jour. Mais la réaction au SRAS a été très forte et c'est grâce à finalement au SRAS, malheureusement, que nous avons eu un rapport Naylor, qui a donné lieu à la naissance de l'Agence de santé publique du Canada, qui intervient beaucoup aujourd'hui. Alors, je vais uniquement parler de la phrase en rouge ici, je n'ai pas le temps de parler du reste. Le rapport Naylor conclut, il dit la prochaine épidémie pourrait cependant être encore plus insidieuse que le SRAS, c'était en 2003. Le Canada pourrait devoir face à un virus aérogène mortel ou un virus transmis par gouttelette, mais possédant une période d'incubation si longue que la quarantaine seront sans valeur. Serions-nous prêts? Nous ne l'avons pas été malgré la naissance de l'Agence de la santé publique. Très rapidement, je vais vous dire que la santé publique au Québec a quand même tiré les leçons du SRAS. Je n'aurai pas le temps de parler des mesures, mais il y a là aussi toute une série de documents, des documents techniques, des documents d'orientation. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la connaissance requise. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des mesures prévues qui auraient dû être implantées dans les établissements que les choses sont là où on est. Le ministère le savait, ou du moins, il y avait sur ses tablettes la connaissance nécessaire. Et il y avait des experts qui lui ont remis une série de rapports sur les sujets. Et non seulement sur des mesures générales, mais ça allait dans le détail. On avait prévu des comités de prévention, des personnes ressources dans le domaine des infections et des infections nosocomiales et aussi des pandémies. On avait on avait dit qu'il fallait que les gestionnaires des établissements du réseau soient informés. On avait dit que la direction de santé publique devait être impliquée dans les établissements. En ce qui concerne les mesures individuelles et aussi tous les équipements, on avait à ce moment-là prévu des choses. On avait dit il doit y avoir de l'équipement disponible. Il faut que ça soit disponible avant la pandémie, non pas après. Même chose pour les mesures collectives. On avait prévu gestion du personnel, on avait prévu des programmes de formation, etc. Alors, on avait aussi prévu toute une politique d'intervention, non seulement auprès des établissements, mais aussi auprès de la population. On avait même dit qu'il était possible et nécessaire d'assurer le bien-être psychosocial des personnes. Alors, on avait vraiment vu de façon très, très large, et non pas seulement épidémiologique. On avait prédit qu'il fallait surveiller les éclosions. Il fallait qu'il y ait identification des cas. Il fallait qu'il y ait dépistage et traçage, un peu comme l'Uruguay a fait. Tout ça était connu. Ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu aussi un autre avertissement en 2009, c'est-à-dire l'épidémie de H1N1. Il y a eu la chance à ce moment-là qu'un vaccin était disponible. Très peu de personnes ont été affectées et ce sont surtout les jeunes enfants qui ont été affectés. Les personnes âgées ont été très, très peu affectées à cette époque, contrairement à aujourd'hui. Donc, il y a eu plein de plans d'action qui ont été prévus, mais il y a eu peu d'interventions. Alors, très rapidement, ce que je vais aller à l'épilogue parce qu'on est rendu pas mal tard, c'est que les mesures prévues par le ministère de la Santé au Québec étaient des mesures tout à fait adéquates. Il y a eu un rapport de la Société royale du Canada qui a été publié tout à fait récemment et qui à la fin, recommandait des choses. Ces recommandations-là, il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Là. C'était dans les documents du ministère. Alors,
En fait, et c'est ma conclusion, le problème ne réside pas dans les faiblesses de la science et de la technologie. Elle est là. Et la science et la technologie qu'il fallait appliquer était une science et technologie simple qui a été appliquée en Uruguay de façon sérieuse et immédiate. En fait, le problème réside dans la négligence et l'abandon sur des décennies, non pas d'un seul, mais de deux secteurs du réseau de la santé, soit la santé publique et les soins de longue durée. Merci. Merci, M. Belland. J'ai des questions ici. Il y a M. Luc Séguin qui demande quel est le titre du rapport que vous venez de citer il n'y a pas longtemps. Et... Bon, j'ai cité beaucoup de rapports. Je ne sais pas si mes diapositives pourraient être mises à la disposition des gens. Les références sont là. OK, très bien, on fera ça. Puis j'ai une autre question. La réduction de budget en santé publique et le recours au privé ressemblent à ce qui s'est passé pour l'entretien des infrastructures routières. Y a-t-il un lien entre les deux? Est-ce qu'on se désintéresse comme société des actions de base qui n'ont pas d'effet wow au niveau politique? Ça vient de M. Michel Hulot. Bon, je ne connais pas beaucoup ce qui se passe sur les routes, sauf qu'évidemment, je circule puis je vois bien dans quel état elles sont. Je ne peux pas parler du recours au privé. Mais ce que je vois, c'est qu'en ce qui concerne santé publique et services de longue durée, c'est que pendant très longtemps, le gouvernement a abandonné les secteurs. Alors, ce n'est pas uniquement que le gouvernement avait une intention ferme en ce qui concerne la santé publique, par exemple, d'aller dans le privé, mais le gouvernement, en ce qui concerne le secteur des services de longue durée, c'est clair que le gouvernement a dit on se déleste, en fait, un délestage, et le délestage s'est fait du côté privé. Il a dit on coupe les lits, on coupe les critères d'admission, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on coupe les critères d'admission en CHSLD. Au début des années 90, on était à 1h20, 1h30 de soins par jour, de soins requis par jour pour être admis. Aujourd'hui, les critères ont changé, mais on dit qu'on a un tour de 3 heures en équivalent. Alors, on a augmenté de beaucoup les critères d'admission. On a coupé à ce moment-là l'accès au CHSLD public à toute une population, c'est-à-dire toutes celles qui ont besoin de moins de 3 heures de soins par jour pour y aller rapidement. Et finalement, c'est maintenant au privé. Et les RPA, on a parlé beaucoup des RPA, c'est-à-dire des résidences pour personnes âgées, en disant « Ah, ce sont des personnes relativement autonomes. » Oui, mais il y a tout un secteur de soins assidus, là. Il y a à peu près une dizaine de mille de personnes qui actuellement sont dans ce secteur de soins assidus. Et les personnes dans le secteur de soins assidus, dans les RPA, sont des personnes qui ont besoin d'une heure et demie de plus, une heure et demie et plus de soins par jour. C'est-à-dire des personnes qui, en 90, étaient admissibles dans les CHSLD et qui ne le sont plus. Alors, c'est entièrement privé, ça. On a privatisé. Le gouvernement s'est délesté de ce secteur-là. Or, ces personnes-là, les soins à ces personnes-là ne sont plus sous la surveillance de l'État, non plus des procédures de mesure de la qualité des soins et non plus de critères comme il y en avait auparavant. Alors, oui, il y a un délestage très important. Hein. Pardon, M. Bouchard a levé la main. D'abord, je voudrais vous remercier, M. Belland, pour le service que vous nous rendez. Bien que le portrait que vous avez tracé est assez troublant et même très inquiétant. Comment se situe le dossier québécois par rapport à celui du Canada anglais, sous le rapport des variables que vous avez abordé? Bon, alors, il y a 9 provinces, 3 territoires, c'est difficile, hein? Il y a des provinces aussi, les choses ont évolué énormément dans certaines provinces comme Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick. Mais il y a des provinces qui sont quand même assez exemplaires. On l'a vu la Colombie-Britannique. Pendant longtemps, le Manitoba aussi. Manitoba a eu des politiques très progressistes en ce qui concerne les politiques aux personnes âgées. On a développé très, très tôt des services à domicile complets et bien intégrés avec leur politique d'hébergement. Ici, un des problèmes, c'est qu'on parle du transfert de ressources et une orientation vers les services à domicile
de façon et une diminution de l'hébergement parce que les personnes âgées veulent rester à domicile. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment d'intégration des services à domicile et hébergement. On ne les pense pas véritablement ensemble, là. Alors, Colombie-Britannique a eu des initiatives aussi qui ont été très progressistes, qui ont bien marché. Le Québec a été, autour de l'an 2000, un lieu d'innovation, des innovations qui finalement n'ont rien donné. Il y a eu 2 programmes qui, au Canada, et je devrais dire même dans le monde, 2 programmes de démonstration qui s'appelaient Prisma et SIPA. Je ne veux pas aller trop loin dans ce domaine-là, mais c'était des programmes d'intégration des services aux personnes âgées, intégration de tous les services aux personnes âgées qui fonctionnaient vraiment bien à l'aide d'équipes complètes à la fois de santé, de services sociaux, etc. Et c'était des programmes de démonstration qui ont montré comment faire. On avait à cette époque-là au Québec la capacité de faire des choses, mais ces 2 programmes-là, pour des raisons différentes dans les 2 cas, sont disparus, là, se sont évanouis dans la nature. Alors, le Québec a raté, autour des années 2000, raté une chance inouïe de vraiment s'engager dans des pistes très innovatrices qui, si elles avaient été suivies, ne nous auraient pas menés dans la situation actuelle. Merci. Merci. J'ai une autre question. On va prendre peut-être une dernière question parce qu'il faut arrêter la conférence bientôt. Alors, j'ai une question de Simon-Pierre. En touchant sur la question de Michel, est-ce possible, dans un système politique où une importance est apportée à gagner ces élections, de mettre en place une culture de maintien des soins et services de base? Moi, je crois que oui. Parce que, bon, oui, c'est vrai, les politiciens changent. Oui, ils vont donner des orientations à la machine. Mais les services de santé, bon, les services de santé là, au Québec, les services de santé publique au Québec, là, c'est 8 du produit intérieur brut du Québec. Si on inclut tout ce qui est dans le privé, on est autour de 11-12 Alors, c'est une industrie, si on veut, pour employer ce mot que je n'aime pas beaucoup, là, et qui consomme contribue au produit intérieur brut de 12 C'est massif. Il y a des institutions, il y a des institutions qui sont très fortes, mais en même temps aussi qui peuvent être rapidement mises en cause, rapidement ébranlées. Alors, les hôpitaux, ce n'est pas rien, là. Les ordres professionnels, ce n'est pas rien. Les lois, toutes nos lois de santé non plus, elles se changent, oui, mais il y a tout un héritage historique et institutionnel. Alors, et d'ailleurs, dans la littérature sur l'histoire des systèmes de santé, le poids des institutions est extrêmement important dans les réformes que l'on veut employer, que l'on veut mettre sur pied. Le système de santé au Québec, là, c'est comme un transatlantique, ça ne se tourne pas sur une scène. Alors, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des interventions politiques, certaines orientations qui sont là pour régler des problèmes rapidement, mais d'autre part, il y a quand même tout un fond et il y a aussi une connaissance qui est là. Il y a des institutions de santé publique, l'École de santé publique de l'Université de Montréal, il y a des gens qui savent ce qui se passe et il y a un débat public aussi qui ne s'attache pas nécessairement qu'aux problèmes immédiats, mais aux problèmes à plus long terme. Donc, on est toujours dans un équilibre là, de l'immédiat et du long terme. Et je pense qu'en ce qui concerne les services de santé en général, qui comprend aussi les services sociaux, on a un poids institutionnel qui se manifeste qui n'est pas et qui permet quand même d'espérer que des progrès à plus long terme pourront s'implanter.